Grande tribune, nous analysons aujourd'hui, mesdames, messieurs, la situation politique et sécuritaire complexe en République démocratique du Congo, alors que l'Angola a annoncé son retrait de la médiation dans les conflits Kinshasa M23 AFC, le cessez-le-feu fragile et le menace pesant sur Kisangani exacerber les tensions dans l'est du pays. Face à cette situation incertaine, le gouvernement d'union nationale semble être une option pour sortir de la crise. Cependant, avec l'opposition qui maintient son boycott, la mise en place d'un tel gouvernement est loin d'être évidente. Que peut-on attendre de cette démarche? Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Maître Richard Mpinda, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci de nous donner encore l'occasion de pouvoir échanger sur des questions aussi importantes, c'est-à-dire les questions de la République. Je tiens à vous en remercier, aussi saluer en passant mon co-débatteur, à tous ceux qui nous suivent. Nous pensons que nous passerons un moment républicain où nous allons parler éventuellement donner des conseils et puis surtout j'insiste, je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Ce que je dirais ici n'engagerait que ma responsabilité in tutu personae et donc je ne voudrais pas qu'on m'impute, comme on l'a fait, certains ont voulu dire que c'est moi qui ai demandé aux gens d'aller dans la rue. Et j'ai dit, écoutez, si j'avais pareille influence, j'en serais très fier, mais je remercie ceux qui pensent que je suis capable de tout ça. C'était quoi, une coïncidence? On n'a pas compris. Non, ce n'est pas une... Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est que premièrement, il s'agissait d'un élan patriotique. Okay. Tout Congolais en a marre de plus de 20 millions de Congolais qui sont tués à l'est de la République. Ils n'ont pas besoin d'un quelconque appel. Prenons l'hypothèse que nous nous aurions invités pour aller saccager les ambassades occidentales. Okay, mais comment nous en sommes arrivés au point de voir que le Kenya a été touché, l'Ouganda, le Burundi, c'est-à-dire que, sauf le Burundi, même le Congo-Brazzaville. Allez-y comprendre que la population suit l'actualité politique, suit l'évolution de la situation à l'Est, on sait qui est derrière et qui fait quoi. Et donc, je pense qu'à ces stades-là, on ne peut pas imputer un Congolais, et surtout que je ne représente aucune structure, je n'ai pas agi au nom d'une quelconque structure, j'ai agi en mon nom, je me suis retrouvé dans la rue, ce que je suis allé faire en me retrouvant dans la rue, les images les témoignent amplement. Et donc, je comprends, parce que la France continue de s'acharner, hein, l'ambassadeur français, il veut à tout prix avoir ma tête, je lui dis ma tête coûte énormément, parce que je compris le vrai problème. Le vrai problème n'est pas celui de s'être retrouvé dans la rue. Le vrai problème, c'est les discours que je tiens sur le boycott. C'est là où ça fait mal. C'est-à-dire que puisqu'il s'agit de toucher les intérêts économiques, parce que je le dis, je continue encore de le dire, quel est l'intérêt de sortir dans la rue, d'inciter les gens à les saccager, du moment où je sais qu'en retour, en tant qu'avocat, c'est nous-mêmes qui allons payer parce que nous sommes contribuables. Ça n'aurait servi à rien. J'ai exhorté à un autre discours du genre, c'est un droit, nous faisons comme les Canadiens l'ont fait, nous refusons de consommer ce qui est français, et les conséquences vont s'en suivre parce que la France représente quoi économiquement? Si ce n'est que de piller dans des États tels que le nôtre, tels qu'au Mali, tels qu'au Burkina Faso, tels qu'au Niger et partout ailleurs, au Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Et donc, l'opinion retiendra que nous sommes toujours dans cette logique-là. Et d'ailleurs, parce que la récente convocation que j'ai eue, c'était au niveau du CESAC. Nous avons été auditionnés. Heureusement que nous sommes tombés sur le draft de l'ambassade qu'on a transmis. L'ambassade de la France a transmis un draft où il relève ce qui aurait, selon l'ambassade de la France, nos propos, auraient été nos propos, moi et Maître Joël Kitenge, que l'on aurait tenu contre les Français. Nous disons, nous exigeons, parce que les avocats sont en train de réfléchir là-dessus, que nous allons exiger une confrontation avec l'ambassadeur français, de manière à ce qu'il nous montre ce que nous avons dit. Parce qu'on ne peut pas prendre une photo. On prend une photo de moi, en train de faire ça, venez allons à l'ambassade,
Et puis on ajoute à côté des paroles comme si on pense que les Congolais est fainéant, ou qu'au niveau du CESAC, ce sont des fainéants. Les gens ne vont pas chercher à voir les vraies vidéos, ce que ça dit, pour éventuellement confronter à ce que dit l'ambassadeur. Et donc, excusez-moi, je voudrais chuter. Nous avons avec nous les images, les vraies vidéos, les originaux, que j'exige d'être confronté à l'ambassadeur français, ok, pour, comment dire, mettre à nu ces mensonges et ces tentatives de manipulation. Et donc, je dirais que nous sommes un État souverain. Nous n'avons pas de dictats à recevoir d'un fonctionnaire, ok, français. Et nous sommes en République démocratique du Congo. J'ai toujours défendu cet état de droit, l'état de droit que est venu instaurer le président Tshisekedi. Et par voie de conséquence, nous continuons sur cette voie-là. S'il faudrait des actions contre l'ambassade de la France, judiciaire bien sûr, parce que je suis avocat, eh bien nous le ferons. Merci beaucoup, maître Richard. Alors, vous l'avez dit, Henri Timbalanga. Timbalanga. Henri Timbalanga, comme on le veut bien par maître Richard. Vous êtes également bienvenu, messieurs Henri. Merci beaucoup, Daniel, pour encore cette énième opportunité, je dirais, parce que ça me fait du bien quand je me retrouve à partager avec maître Richard, parce que, bon, des fois, vous savez, des fois les débats tombent dans la subjectivité, souvent avec ceux qui pensent qu'être communicateurs, c'est-à-dire vaille que vaille. Mais je pense qu'ici, on a la facilité de beaucoup plus tourner autour de la survie de la nation. Je peux placer un petit mot. Allez-y. On regarde ce que maître Pina a relevé ici. Moi, je pense qu'en tout état de cause, nous devons vous soutenir parce que quand eux nous font du mal, il n'y a absolument rien. Ils n'ont même pas le temps de savoir si ils vont au-delà de l'humanisme. L'un de leurs anciens présidents français, ici à Kinshasa, au Palais du Peuple, s'était permis de dire que vous devez accepter de partager vos richesses. Il s'adresse au Congo avec les vôtres. Aisément là, donc, et comme nous refusons, eh bien, ils doivent nous dire que bon, vous refusez, mais nous, on doit vous obliger à partager. Donc, quelque part, la masse a sa façon d'être. Moi, j'ai toujours considéré la masse comme étant des personnes incontrôlées. On peut leur donner une orientation, mais ils s'expriment au-delà de ce que devrait être l'expression ou le message à donner. Mais de toutes les façons, ce qui importe, ce n'est pas chercher à voir qu'est-ce qui a été à l'origine. C'est le ras-le-bol. Okay. C'est comme par exemple, j'ai eu à... Excusez-moi de vous compléter. Lorsque nous allons sur cette affaire de la marche, c'est-à-dire que nous ouvrons un faux débat. Le vrai débat, parce que ce n'est pas la première fois que les gens tiennent pareil discours à l'égard de la France ou des ambassades de l'Occident. Ce n'est pas la première fois que l'ambassade soit des États-Unis d'Amérique et consorts soit été visitée par l'espace, ainsi de suite par les citoyens congolais. Le vrai problème, c'est le boycott de produits français. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais si, en fait, ici, excusez-moi, ici, c'est parce qu'ils veulent nous museler. Lorsqu'on réfléchit de manière à toucher réellement leurs intérêts, ok, ils se disent, oh, ces gens-là, il faut les museler. Il faut le museler. Parce qu'ils vont au CESAC. Lorsqu'ils vont au CESAC, ils poursuivent quoi? À ce qu'on nous interdise de passer à la télé. L'ambassadeur se déplace. J'ai le privilège d'avoir fait déplacer un ambassadeur français jusqu'au CESAC. L'ambassadeur est allé, au Conseil de l'Ordre. J'ai été auditionné par le Conseil de l'Ordre, je me suis défendu en tant que tel. J'ai été interpellé par les services de renseignement. Et heureusement que j'ai apporté avec moi les différents éléments de preuve qui ne corroboraient pas avec les prétendument... Ils ont un draft, hein, où on vous prend seulement la photo et on vous transcrit à côté les propos qu'on nous impute. Vous voyez ça? Et lorsque j'ai pris cela, j'ai confronté cela aux différentes personnes qui m'ont auditionné, mais ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ça ne correspondait pas. Oui, je chute par là. C'est dans désolé de même ordre d'idée. Je crois que je l'ai dit devant
un autre cadre de l'UDPS, c'était Maître Joël Kitenge. Je lui ai dit, mais écoutez, regardez ce que nous font l'UAC. Alors, selon moi, je pense qu'on ne doit pas seulement regarder le président Félix, qui serait peut-être pris dans les contraintes des textes. Diplomatiques. C'est à nous de se lancer et dire que voilà, le peuple congolais ne veut plus de l'EAC. Regardez le comportement de Museveni, qui est un des membres influents de l'EAC. Tout à fait. Mais tout le temps, c'est lui qui facilite le M23 derrière le RDF. Et vous savez même que pour prendre Goma, le RDF a bénéficié aussi de l'appui de 6000 éléments de Museveni. Et tout ça là. Mais le peuple congolais ne devrait pas attendre qu'il y ait... que Tshisekedi nous le dise d'y aller. Non, on se rend compte que ça ne va pas. Alors quand la rue va s'exprimer, ça risque d'aller comme ça pourra aller. Mais l'essentiel est qu'on arrive à faire comprendre que nous retirons notre pays de l'EAC. Et surtout, excusez-nous, c'est pas ça le débat, et surtout que le boycott est un droit civique qui est reconnu. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple du Canada aujourd'hui, qui a refusé de consommer tout ce qui venait de la France, entre autres le vin plutôt canadien et plutôt américain. De la même manière, sous Chirac, la France avait refusé, plutôt les États-Unis d'Amérique avaient refusé de consommer aussi le vin français. Les boycotts, c'est un droit civique. C'est que, par moment, j'ai dit, nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Il y a un Français qui a dit ceci. Si l'on laissait l'Afrique se développer, ok, l'Europe disparaîtrait. Mais pourquoi? Mais c'est à cause de la population que nous représentons. Nous sommes à 1 milliard, estimé à 1 milliard quelque chose, 1 milliard 500 ou 600, ok? C'est un marché énorme. Vous voyez ça? Lorsque les véhicules fabriqués en France ou en Europe vont où? Merci beaucoup. Ici en Afrique. Si nous arrêtons de consommer, la conséquence c'est quoi? C'est que, ils vont fermer. Ils vont fermer. Très bien. Donc nous avons touché là où ça fait mal. Et nous continuerons sur cette voie-là. Alors, la thématique RDC, l'Angola, abandonne la médiation dans les conflits Kinshasa M23 AFC, cesser les faits fragiles qui s'engagent sous menace, perspective d'un gouvernement d'union nationale et boycott de l'opposition. Quelle issue possible? Alors, je redonne la parole à Maître Richard Mpinda. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'annonce de l'Angola? Écoutez, moi, ça ne me surprend pas. Nous en sommes à notre deuxième tentative. C'est-à-dire à un communiqué de retrait de la part de l'Angola. Nous en sommes à notre deuxième communiqué. Vous vous rappelez lorsque le président Lorenzo a accédé à la... à la tête de l'Union africaine, il a fait cette même déclaration pour dire que les charges actuelles ne le permettaient plus de continuer sur cette voie-là. Et aujourd'hui, ils en viennent. J'ai dit, d'abord, avant d'en arriver à ces communiqués ici, je voudrais revenir sur l'intérêt du premier retour, comeback. Vous vous souviendrez que le président Joe Biden, à la fin de son mandat, il est venu en République démocratique du Congo, allais-je dire, précipitamment pour signer un accord ou un partenariat sur le corridor de Lobito. La question fondamentale, celle de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'Angola d'avoir reçu. Parce que ça passe par chez lui, ça passe par son port de Lobito. Économiquement, l'Angola en tirerait un gain de cause. L'Angola revient pour conclure le plus vite que possible et préserver ses acquis. Malheureusement pour l'Angola, ces acquis sont confrontés ou sont butés au refus pour le M23 d'aller sur la table des négociations. Il s'en serait prévalu pour dire que voilà, j'ai pu obtenir l'accord du M23 et donc je pense que nous devons continuer. Il y aurait au moins un moyen de pression à exercer ou, comment on dit, un instrument à faire valoir qui aurait été l'accord M23. Le refus aujourd'hui, ou carrément, parce que je ne dirais pas que cela soit réellement un refus, parce que nous partons du principe qu'aujourd'hui,
l'Angola, dans sa posture, disant qu'il était très chargé, on peut aussi désigner une autre personne, non pas pour répondre ad bovo, mais plutôt pour continuer. Je voudrais relever un autre élément important. Aujourd'hui, économiquement, l'Angola n'a pas intérêt. Okay. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a refusé, lorsque le président Tshisekedi propose un deal ou un partenariat avec les Américains, et le président Tshisekedi privilégie l'apport, le port de Banana, qui mettrait en difficulté le port de Lobito, parce que les minéraux, au lieu éventuellement d'aller jusqu'au port de Lobito, ça sera le port de Banana, et ça mettrait aussi en difficulté le port de Pointe-Noire. Et donc, l'opinion devrait retenir qu'aujourd'hui, parce que les relations entre États sont des relations d'intérêt, l'Angola n'a plus de motivation. Même l'Afrique du Sud, quand l'Afrique du Sud est en République démocratique du Congo, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux, ou carrément à cause de Tchimbalanga. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que l'Afrique du Sud veut voir la paix en RD Congo, investir. D'ailleurs, ils ont signé un contrat de corridor de 18 milliards de dollars avec la République démocratique du Congo. Tout ce qui reste, maintenant, c'est une mise en exécution. Et mieux encore, l'Afrique du Sud voudrait, corridor économique, allais-je dire, l'Afrique du Sud veut voir la relance de Inga parce qu'ils ont des intérêts là-dedans. Et donc, je crois que aujourd'hui, la réaction de l'Angola, elle est une réaction tout à fait normale. Il reste une minute. Par rapport à... Est-ce que vous pensez que c'est Doha qui a mis en difficulté? Parce que nous avons également suivi les regrets du gouvernement angolais, qui était surpris de voir les deux frères se retrouver... Non. Et écoutez, je ne pense pas que Doha ait mis en difficulté les pourparlers, parce que vous savez, ce qui est plus important, c'est la conclusion. Malgré qu'il y ait une contradiction avec le Rwanda, mais la conclusion de Doha, du gouvernement qatarien et du gouvernement de la République démocratique du Congo est claire sur cette question-là. C'est-à-dire qu'à ce stade, nous avons maintenu les solutions, le procédé de solutions africaines à l'africaine et pour les Africains. Et donc, je pense que Doha n'a pas constitué un obstacle ou n'aurait pas poussé les présidents Joao Lorenzo à agir de la sorte. Merci beaucoup. Alors, M. Henry, la même question. Comment avez-vous analysé cette annonce, les renoncements de l'Angola? Bon, là, un peu, contrairement à ce que Maître Pinda a dit à ce sujet-là, je pense que Doha serait le coup, le choc que l'Angola aurait ressenti. Et c'est au-delà de ça, je pense que les Africains doivent en tirer définitivement une leçon. Joao, président en exercice. Et du fait que l'Union africaine fonctionne à 70% sous financement de l'Union européenne, de l'Occident. C'est-à-dire, l'Union africaine, aux yeux des impérialistes, c'est un chiffon. La preuve, comment le président en exercice est sur une initiative, mais Doha s'interpose sans que celui-là en soit informé. Pendant que lui attendait les deux chez lui en Angola, il apprend comme tout citoyen d'ordinaire qu'ils sont à Qatar, à Doha. Or, on sait très bien. Pourquoi Doha? Ce n'est pas un fait du hasard. C'est la question qu'on... Ce n'est pas un fait du hasard. À l'origine, quand le président Félix Tshisekedi projette cette politique-là, selon lui, qu'il faut une nouvelle dynamique de développement dans la sous-région. Il va vers Kagame pour lui dire, bon voilà, vous pouvez activer aussi votre carnet d'adresses, mais qu'est-ce qu'on fait? L'or qui sera produit par Sakima, c'est-à-dire Nord, Sud, Kivu et le Maniema, vous aurez l'engagement de raffiner chez vous. C'est-à-dire vous avez aussi, vous vous retrouvez aussi de par cette opération-là de raffinage de l'or. Et le marché, c'est au Qatar. Et au départ de cet engagement donné à Kagame par le président Tshisekedi,
Kagame étant en collaboration avec le Qatar, parce que le Qatar est en train de construire un hub à Kigali qui sera déjà opérationnel d'ici 2 ans, et Qatar a une grosse part dans Rwandair, donc Qatar a beaucoup d'intérêt chez Kagame. Et c'est ainsi que Kagame est allé chercher le financement pour construire cette raffinerie-là. Il est allé à Doha. Arrivé là-bas, il a présenté naturellement cet engagement-là. C'est comme ça que je crois qu'il y aura lieu de se convenir. Allez-y. C'est ainsi que, quand maintenant il ne s'était pas convenu dans le déroulement des faits, le roi qatari les avait convoqués. Ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous avait avorté, je crois, si je ne me trompe, en novembre, entre le 23. Oui. Et c'est à la veille que le président Tshisekedi a annulé son départ à Doha. Kagame y était. Et Tshisekedi, le président Félix de la RDC, n'était pas parti. Vous comprenez? Et derrière le Qatar, il doit y avoir aussi la main des États-Unis. Parce que regardez, aujourd'hui, Poutine, la Russie et l'Ukraine négocient à Riyad, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Et généralement, dans la politique américaine, selon les sous-régions, les États-Unis passent aussi par ces pays-là, qui sont des pays de l'OPEP, et qui couvrent les intérêts des États-Unis. Quand on remonte dans notre propre histoire de la RDC, le maréchal Mobutu, lors de la guerre du Chaba, il obtient l'intervention des soldats marocains à Kolwezi, 1500, et l'opération devrait coûter 70 millions de dollars. C'est les États-Unis qui ordonnent à l'Arabie Saoudite de payer cette facture en termes de monnaie. Vous voyez, évidemment, Mobutu aussi, sa facture était du fait maintenant d'accepter d'abandonner l'inauguration de la raffinerie du cuivre à Kolwezi, au bénéfice de la Belgique, car cette raffinerie-là devrait contraindre la Belgique de fermer Hoboken, parce que le cuivre du Katanga ne devrait plus aller là-bas. Vous voyez, c'était même l'objet de cette guerre fomentée pour stopper cette histoire-là. Donc, il y a lieu de comprendre que Doha ne s'est pas invité au hasard, parce que c'était entre les deux, de par cet engagement-là. Maintenant, quand il y a eu des malentendus, évidemment, avec cette dynamique extérieure, je pense, à mon avis, que ceux-là seraient partis, cette dynamique-là, et que Doha se sentant concerné, parce que nous avons aussi, Qatar a des intérêts ici en RDC, et Congo Airways, en partenariat avec la compagnie d'aviation qatari. Vous voyez, donc, les intérêts entre deux personnes qui ne sont plus... Mais la question, c'est aussi à quoi peut aboutir maintenant la démarche de Doha, parce que dans plusieurs résolutions, recommandations de tout ce qu'il y a comme partenaire, nous recommandent la démarche de Nairobi et Luanda. Oui, bon, ça nous recommande cette démarche-là, mais il y a des choses qui peuvent tomber s'il y a une nouvelle dynamique qui devient s'imposer, parce que regardez même sur le terrain ce qui se passe. D'une part, la RDC a engrangé des victoires diplomatiques. Mais il faut maintenant qu'il y ait une autre dynamique qui puisse marier ces victoires diplomatiques et le développement sur terrain. C'est-à-dire, nous devrons tout faire pour commencer à prendre l'ascendance, voilà, pour que les victoires diplomatiques ne puissent pas finalement tomber au regard du développement négatif sur terrain. Regardez le comportement de Museveni. Pourquoi j'ai évoqué même que le Congolais doivent quitter l'EAC? Le comportement manifeste de son fils. Quand la rébellion prend... Oui, je chute par là, prend Walikale. Mais qu'est-ce qui serait à la base même de ces frappes-là, très rapides de la part des FARDC? Il y a eu un aéronef qui n'est pas congolais, qui est de l'Ouganda. Mais ils sont atterris pour atterrir dans un lieu qui est tenu par la rébellion. C'est-à-dire, il y a communication entre l'Ouganda et le M23. Vous comprenez? Et quand celui-là dit que si le M23 ne tarde à prendre Kisangani, nous on va le faire pour eux. Mais ça dit tout. C'est pourquoi on peut aller dans cette dynamique-là, mais ce qui est essentiel d'abord, arriver à un cessez-le-feu, mais ce n'est pas la première. Parce que ce n'est pas une question facile.
On nous a roulé lorsque les États-Unis avaient décrété pour la première fois les cessez-le-feu. Or, c'était pour permettre à Kagame de finir avec les élections. Et souvenez-vous, maître, c'est pendant ce temps-là que nous avions perdu une dizaine de localités. Nous, en train d'obéir au cessez-le-feu, mais en train de progresser au motif que non, nous, M23, ça ne nous concerne pas. Il faut dire les États-Unis, plus précisément, les démocrates au pouvoir. Vous avez déjà la parole parce que M. Henry a terminé. Vos rebondissements. Alors, je voudrais... Ici, je crois en partie ce qui a été dit de lui. D'ailleurs, j'ai été même contredit par l'Internet. Hein. Lorsque vous dites le deal a donné des assurances et que par de suite, il y fallut d'ailleurs, ici je vous rejoins pour dire que la raffinerie en or a été lancée en 2019 et a cessé de tourner en 2021. En fait, on dit suite à des problèmes qui n'ont pas été mis à la portée. Et donc, ici, c'était une stratégie pour amener même ceux qui ont soutenu la logique de partager les richesses, parce que lorsqu'on raffine chez eux, il y a des dividendes qu'ils perçoivent. C'était une forme de partager les richesses de la République démocratique du Congo. Et donc, Kagame, ici, est tombé dans le piège. Je me réjouis encore de ce que vous dites, de ce que vous avez dit, que Kagame, détenteur d'un carnet d'adresses, mais nous devrions savoir qui est dans ces carnets d'adresses et qui ne l'est pas, pour qu'aujourd'hui, nous puissions indexer l'Union européenne comme étant les receleurs. Parce que nous avons ces informations, et la meilleure façon de faire aurait été pour nous, aurait été pour le président Tshisekedi, d'approcher les concernés, savoir ce qu'ils font, et donc je pense qu'à ce niveau-là, il a reçu son coup, et tel qu'aujourd'hui nous décrions tous le comportement qu'il y a eu. Mais voilà là où je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord, parce que lorsque vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre de Doha, c'est comme si on avait l'impression qu'on doit continuer à attendre quelque chose de Doha. Je reviens pour dire qu'il y a eu un communiqué, 2 communiqués d'ailleurs, 3 communiqués d'ailleurs, celui de la République qatarienne, celui de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. Les 3 communiqués ont un élément en commun, c'est-à-dire le retour à Nairobi et à Luanda. Vous voyez ça? Et donc, nous ne sommes pas sortis de cette réalité africaine, nous ne sommes pas sortis de cette option de solution africaine au problème africain, mais cependant, il y a un bémol qu'il faut émettre. Il a dit, à 80, lui il a dit 70%, moi je dirais à 99%, les réunions, en fait l'Union africaine est soutenue par l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne, aussi d'une manière ou d'une autre, a son mot à dire. Et aujourd'hui, qui dit Union européenne, c'est comme nous l'avons dit à l'entame ici, c'est principalement la France, qui est au four et au moulin, qui est en train de porter pratiquement l'étendard de l'Union européenne et défendre les intérêts de l'Union européenne. Et qui dit Union européenne, nous savons, jusqu'à présent, il y a encore une certaine lourdeur. Même quand on prend des décisions contre les individus, ça pose problème. Et d'ailleurs, beaucoup d'États, par rapport à cette situation de la République démocratique du Congo, vous avez suivi par vous-même comment certains États membres de l'Union européenne se sont désolidarisés pour prendre des sanctions individuelles à l'égard du Rwanda. Et donc, l'opinion retiendra sur cette question-là que tout ce qui se présente à nous pour la paix, du moment où ça peut nous rassurer d'avoir la paix qu'il faut, eh ben, nous la soutenons. J'en viens encore à un autre élément qu'il a soulevé ici. Il n'est pas allé en profondeur. La même stratégie qui a été mise en place par les États-Unis d'Amérique, principalement par l'administration Trump, pour aller outre l'Union européenne, c'est la même stratégie qui est en train d'être utilisée ici, je suppose, pour trouver des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. Étant donné que le Qatar tient les États-Unis, parce qu'il s'agit des intérêts économiques. Vous voyez ça? Donc on peut beau dire, d'ailleurs, le Qatar avait décidé de rompre ses relations, non, pas de renouveler, de ne pas renouveler un deal qu'ils avaient avec les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas eu de conséquences. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a une grande part économique que les Américains attendent. D'ailleurs, j'ai appris même que le président Trump avait des intérêts au Qatar. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons une opportunité, étant donné, vous l'avez aussi dit,
que la République démocratique du Congo aujourd'hui avec Congo Airways, et d'ailleurs ici je salue parce que j'ai vu certains de Air Congo, hein. Nous avons Congo Airways et Air Congo, deux sociétés. Et d'ailleurs nous avons vu certains des hôtesses venir d'ailleurs pour d'une formation. Et donc l'opinion retiendra qu'à ces stades-là, à ces niveaux-là, donc nous pouvons nous estimer heureux parce que nous estimer heureux parce que nous sommes sur une voie qui peut nous amener vers une solution durable et surtout que nous avons un partenaire, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui nous accompagne sur cette voie-là et nous pensons que chacun trouvera son gain de cause. D'une part, la République démocratique du Congo et d'une autre part, les Américains. Voilà. Alors, M. Henry, du point de vue cessez-le-feu sur terrain, l'impact de tout ce que vous venez de dire sur terrain, de manière ramassée. Je crois que l'impact de tout cela sur le terrain devrait être aussi conséquent aussi du comportement de nos forces, de notre armée loyaliste sur le terrain. Regardez, c'est un peu malsain de trop revendiquer tout en sabotant la nation, parce qu'il faut qu'on se le dise. Mais les M23 là ont maintenant des problèmes. Ils revendiquent que depuis qu'ils ont commencé leur entreprise criminelle jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été payés. Ils constatent qu'il n'y a que les éléments de RDF qui sont payés. Mais ils font le job. C'est un peu quelque part cet état d'esprit qu'on ne retrouve pas dans le corps de notre armée, qui, au contraire, c'est comme s'ils se plaisent, permettez, de ravitailler indirectement l'armement, le tout à l'ennemi en abandonnant des postes avant même que l'ennemi n'arrive là-bas en confrontation. Le président Tshisekedi avait annoncé récemment l'augmentation de... Oui, je le dis, parce que, vous savez, sur le terrain aussi, personne ne peut venir se battre en lieu et place des FARDC. Okay. Tout ce qui devrait venir, c'est en renfort. Ça signifie que vous vous battez et nous, on appuie là où on sent que vous n'êtes pas capable d'y aller. Nous, on fait ce qui est nécessaire. Okay. Mais si on arrive, on trouve que vous refusez de vous battre avant même que l'ennemi n'arrive, vous quittez les lieux, vous partez. Vous pensez que maintenant, dehors, cette dynamique sur le terrain, ça nous sera très défavorable. Et on risque d'être plus à l'extérieur. Regardez cette histoire-là de Nairobi. Alors, M. Henry Tsumbalanga, l'impact de toutes les démarches observées ces derniers temps sur le terrain, c'est-à-dire sur les terrains des opérations dans l'Est de notre pays. Je pense que si, sur le terrain, nous ne mettons pas une dynamique qui puisse commencer à diminuer l'ascendance de l'ennemi, c'est-à-dire en train de le repousser, de récupérer les espaces. Parce que regardez, nous avons par exemple dans le Nord Kivu 6 chefs-lieux, donc 6 territoires, mais dont 4 chefs-lieux sont entre les mains de l'occupant. Vous voyez? Donc si nous commençons à comprimer, à réduire cette ascendance-là sur le terrain, eh bien, nous allons maintenant soutenir les efforts diplomatiques qui vont reposer désormais sur cette sorte de capacité organisationnelle de la société congolaise à reprendre ce qui est de notre plein droit. Parce que sinon, les efforts risquent d'aller dans un mauvais sens sur le terrain du fait qu'il n'y a pas d'abord honnêteté. Okay. J'ai évoqué ici le premier cessez-le-feu imposé par les États-Unis, qui n'était pas en notre faveur. On avait finalement compris qu'il était question que Kagame termine d'abord les élections dans ce pays et peut reprendre. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le M23 au motif qu'eux ne sont pas concernés par ce cessez-le-feu-là parce qu'ils n'ont jamais été considérés ni à Nairobi ni à Luanda. Et ils risquent de nous prendre encore sur la même stratégie. Ça voudrait dire, ils peuvent dire non, le cessez-le-feu c'est entre le Rwanda et la RDC, y compris du moins le M23. Mais les AFC décornés, ce sont eux qui continuent. Or, c'est toujours les mêmes soldats rwandais là qui vont continuer sous les mêmes motifs. Donc, nous devons être très regardants parce que nous avons en face de nous un monsieur, surtout les deux là, Museveni et Kagame, ils sont les mêmes. L'un est froid et l'autre est chaud. Ils n'ont jamais été honnêtes envers la RDC, même envers tout ce qui se passe. Regardez à Nairobi.
Qu'est-ce qui a fait que le M23 soit retiré du lot de tous les groupes armés qui devraient faire l'objet de cantonnement à Maniema? Petit à petit, et Nairobi et Luanda sont en train d'être vidés de leur sens. Aujourd'hui, le M23 ne fait plus partie de ce cantonnement-là. Ça devient un parti, donc une partie au conflit, qui doit se retrouver en face du gouvernement de Kinshasa, de la RDC. Donc il faut comprendre que ils peuvent continuer à nous casser les oreilles avec cette histoire de Nairobi. Mais sur le terrain, nous ne sommes plus dans ça. Parce que s'il faut parler de Nairobi, mais que vient faire le M23 en face du gouvernement? Pourquoi on exige au gouvernement de la RDC maintenant d'être en face de Nairobi? Et le dialogue direct. Parce que, souvenez-vous, avant même qu'on parle de Nairobi, la communauté internationale ne cessait que déjà de parler de ce dialogue-là du M23 et le gouvernement. Donc, ils ont changé de tactique, mais ils n'ont pas quitté leur objectif. C'est là où nous sommes maintenant. Maintenant, il est question que les deux soient en face. D'où nous sommes sortis du cadre de Nairobi et de Luanda. Ça devient maintenant autre chose. Tout simplement, ils veulent nous faire ce jeu-là. Bintou Keïta avait dit au Conseil de sécurité que l'espace occupé par le M23 est maintenant très considérable. Parce que ça dépasse de très loin la superficie du Rwanda et du Burundi. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si sur le terrain, nous ne diminuons pas l'ascendance de l'ennemi, nous risquons d'affaiblir tous ces efforts-là. Les sanctions, c'est bien. Mais pourquoi la France titube? La France sous-traite l'armée de Kagame au motif qu'il y a des terroristes au nord de Mozambique. Mais en réalité, c'est que c'est Kagame qui assure la sécurité des opérations de pétrole de Elf au Mozambique. Et la France continue parce que ce sont ses intérêts. Donc on peut sanctionner Kagame ici, on dit qu'il ne peut plus vendre ces minéraux-là en Europe, mais la Chine achète sur place au Rwanda. Ils vont piller et la Chine prend ça. La Chine s'en fout des sanctions des Européens. Les Chinois sont comme ça, très drôles. Donc, je voudrais ajouter quelque chose. Comment avez-vous jugé l'attitude du M23FC par rapport à un semblant d'une main tendue par rapport aux décisions ou résolutions liées au cessez-le-feu? L'armée congolaise a pris à répondre. Oui. Le Rwanda également a salué la démarche. On comprend quoi? Est-ce que le M23 est prêt aujourd'hui? Daniel, moi je dirais ceci. Que notre armée arrête avec ce genre de communiqué. Prendre acte aux déclarations des gens qui ont toujours été malhonnêtes. Pourquoi bombarder et puis ne pas autoriser nos troupes au sol d'aller maintenant récupérer? Pourquoi prendre acte des gens qui sont malhonnêtes? Ils ont encore changé, ils ont pondu un autre communiqué. Depuis le soir et ce matin que voilà, comme les FARDC continuent avec les drones, eh ben ça va retarder notre retrait de Walikale. Oui. Donc vous comprenez qu'ils sont toujours malhonnêtes. Je pense que ils sont malhonnêtes. Les FARDC ne doivent pas faire confiance en ces gens-là. Ok, merci. D'ailleurs, je boucle par là. D'ailleurs, pour prouver combien ils sont malhonnêtes, ils sont plus seulement à Walikale, centre. Ils sont à Bobolo, ils sont déjà à Moubi. Donc, ils avancent sur la route vers Kisangani. Et comment faire confiance à ces gens-là au motif du cessez-le-feu? Ok. J'ai aimé une déclaration sortie de lui lorsqu'il parle du Rwanda, plutôt de la France qui soutient le Rwanda et à travers la Mozambique, puisqu'ils assurent la sécurité parce qu'il y a le terrorisme en Mozambique. Okay. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt qu'ils sécurisent l'exploitation. C'est ça la réalité en fait. Mais la même question, je voudrais vous la poser par rapport à l'attitude de FARDC, à l'attitude du M23 et du Rwanda. Lorsqu'ils disent, le Rwanda dit nous prenons acte, nous encourageons, nous saluons d'ailleurs l'attitude de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo dit nous prenons acte aussi d'une autre part. Et le M23 dit ben écoutons, nous arrêtons parce que nous voulons donner de la chance. Entre-temps, ils reviennent pour se plaindre, pour dire que nous on attaque ainsi de suite. C'est ça le jeu qu'il faut. Parce que nous savons, vous le dites. Laissez-moi développer. Non, s'il faut aller dans cette démarche. Non. Mais suivez ce que je dis. Non, suivons ce que je dis. Suivez attentivement ce que je vous dis ici.
J'ai dit, c'est l'attitude qu'il faut de la FARDC. Mais à condition qu'ils ne le lâchent pas. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais quelle est la réalité en fait? Mais c'est le 4, tout converge vers le 4 avril. Qu'est-ce qu'il y aura le 4 avril? Le Conseil de sécurité va se retrouver en session extraordinaire pour évaluer quelle a été l'attitude des uns et des autres. Mais la question, c'est de savoir qui portera la responsabilité d'avoir violé la résolution. Voilà pourquoi on dit, ils nous continuent de nous attaquer. Nous ne donnons plus de chance. Nous ne faisons plus pour manipuler l'opinion, tant nationale qu'internationale. Voilà pourquoi, pour ne pas céder à ces jeux-là, la RDC dit, nous prenons acte pour le dialogue. Okay. Vous dites, à la veille, il y a eu un communiqué pondu par le M23 pour dire le FARDC continue de faire ceci. C'est un jeu que joue le M23 que la République démocratique du Congo ne veut pas non plus dire, bah, écoutez, nous on ne prend pas acte, on continue quand même de tirer sur eux parce qu'ils nous agressent. Non, pas du tout. Vous ne donnerez pas cette chance-là. Et aussi, ceux qui doivent décider aux Nations Unies vont tenir compte du comportement des uns et des autres. Et ici, ça nous réjouit. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté là où ils étaient au sud Kivu. Ils sont maintenant, vous le dites, soit, malgré qu'ils aient été déguerpis à Walikale, centre, ils ont été déguerpis à l'aérodrome qu'ils occupent, en fait, l'aéroport de Walikale, qui devait occuper, ils ont été déguerpis, ainsi de suite, tout ça, parce que la question qu'on leur posera, et d'ailleurs, je me réjouis de tout ce qui se passe maintenant là, parce qu'il y a eu des experts des Nations Unies qui ont sollicité aller dans les territoires occupés par les M23, la question qu'on devait se poser, c'est de savoir pourquoi on leur a refusé d'y aller. En n'y allant pas, ils vont se contenter tout simplement des rapports qu'ils ont reçus de part et d'autre et constituer ce qui fera la gamme des sanctions. La diplomatie, c'est ce sur quoi nous devions, poser notre action. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le discours a changé, ça il faut le reconnaître. Le discours d'hier qui voulait que vous alliez, dialoguer sans sanction, où nombreux sont des États qui condamnaient le comportement du M23, aujourd'hui, du M23 et du Rwanda, aujourd'hui ça a complètement changé. Parce que nous avons des sanctions, il faut maintenant encourager, parce qu'il faut y aller progressivement. Vous savez, pour nous qui avons appris le droit international, le droit public international et relations internationales, nous disons que le droit international ou les relations internationales et les relations internationales, je veux dire, sont en perpétuelle évolution. Il ne faut pas rester statique par rapport à une réalité antérieure et vouloir à tout prix, le calquer sur la situation actuelle. La situation actuelle, d'ailleurs, vous l'avez dit une fois, vous l'avez soulevé le long de cet échange, vous avez dit que le M23 était pratiquement en révolte contre le RDF ou contre le Rwanda parce que les seuls militaires à être rémunérés, c'était des militaires rwandais et qu'eux ne trouvaient plus gain de cause. Et d'ailleurs, je vous apprends, vous suivez sur Twitter un opposant, révérend Christina, je crois, a fait une déclaration pour dire, dans sa publication, il dit le M23 et les RDF, c'est un opposant très farouche au pouvoir de Kagame, il dit les M23 et les RDF ne s'entendent plus parce que Kagame a demandé au RDF de se retirer de la RD Congo, ainsi demandé au M23 de se retirer à leur tour. Les M23 ont dit non, nous restons sur le territoire de la République démocratique du Congo. Si cette information venait à être confirmée, parce que je le dis, les 4 avril, tout le monde attend pour voir ce qui va se passer. Est-ce que le Rwanda va se retirer? Si le Rwanda s'est retiré, c'est-à-dire que si le M23 restait sur place, l'option qui sera levée, parce que j'ai dit, on va évaluer, excusez-moi, je vais chuter, on va évaluer la résolution 2773. Et lorsqu'on évalue, c'est-à-dire qu'on apprécie quel est le comportement des uns et des autres. Parce qu'ils ont quitté Goma et Bukavu, ils sont arrivés à Walikale. C'est-à-dire que c'est une bourde de leur part. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo défend, il va se justifier. Non, mais comment ils sont arrivés ici? Nous nous sommes défendus. La résolution ne disait pas continuer avec les opérations militaires. La résolution dit plutôt arrêtez et retirez-vous. Maintenant, il y a d'autres mesures qui seront prises. Lorsque je réfléchissais, avant que vous n'en veniez à ça,
Je vais vous rappeler l'histoire du Libéria. C'est pratiquement la même situation. Où d'ailleurs, le président Charles Taylor avait créé un mouvement, un groupe armé, qu'il utilisait, qu'il exploitait pour prétexter ne pas contrôler ces hommes-là. Lorsque des dispositions ou des résolutions des Nations Unies étaient prises, le président Charles Taylor avait allé outre. Et donc, au finish, cette même communauté internationale a dû constituer une force exclusivement pour mettre fin à cette situation-là et renverser le président Charles Taylor. Parce que ici, le M23, avec ou sans, parce que nous savons que le M23, c'est-à-dire ou l'AFC, le garde de Nanga, le garde de Nanga et celui de Bissimois et consorts ainsi de suite, ce sont des marionnettes, ça nous savons, c'est une évidence qui a été mise d'ailleurs lorsqu'on les invite par le président Joao Lorenzo, ils ne sont pas partis parce que estimant que les présidents d'ailleurs Lorenzo leur a dit venez avec vos revendications profondes, les causes profondes de votre prise d'armes. Étant donné déjà le président Tshisekedi ne cesse de le dire à longueur de journée, qu'ils sont vides, ils n'ont rien comme revendication, les revendications qu'ils ont, ce sont les revendications du Rwanda. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, le M23 démontre que ce sont eux qui sont la machine qui met en mal la paix, la sécurité dans la partie Est. Et je crois bien que lors de cette rencontre, de cette session extraordinaire des Nations Unies qui va être convoquée qui est convoquée pour le 4 avril, eh ben, il y a une attitude que la communauté internationale est appelée à prendre. Parce que nous attendons beaucoup de cette communauté internationale. Merci beaucoup. Alors, M. Henry, dans 2 minutes, on retient quoi sur cette question sécuritaire avant de prendre la perspective d'un gouvernement d'union nationale et les boycotts observés de quelques opposants. Alors, avec la déclaration, quelle attitude la RDC doit adopter vis-à-vis de l'Ouganda avec tout ce qu'il y a comme menace de monsieur, le fils de Museveni? Le président Félix Tshisekedi doit reconsidérer sa décision de faire de Museveni un partenaire privilégié de la RDC. Parce que depuis qu'il est là, il exploite, il ne fait rien. Il y a même des journaux qui ont apparu dans l'Afrique, le Commonwealth, faisant état de tout l'or qui part de là vers l'Ouganda. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que nous tirons comme profit derrière un tel partenaire qui n'a jamais caché sa prise de position au bénéfice du M23 et le Rwanda. Donc je pense qu'il faut que le président de la République crée ou trouve une solution à cette histoire, à cette présence de Museveni, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où ira Museveni et ses hommes sur le sol congolais. Sinon, nous risquons de ne voir que les conséquences. L'attitude dans tout ça, moi je pense que les FARDC qui sont sur leur sol et souverainement, ils ne doivent pas attendre pour réagir contre un ennemi qui n'est pas hors nos frontières. On doit prendre ces menaces au sérieux. Mais très au sérieux, écoutez, quand vous dites à un militaire que je vais tirer sur toi, le militaire prend ça au sérieux. C'est nous les civils qui, deux fois, tu dis même à un militaire que bêta, ça va faire quoi? Parce que tu n'as pas appris ce que c'est qu'une arme. Mais à un militaire, dès que tu profères une menace sur base d'une arme, mais tu dois être conséquent. Donc je pense que nos FARDC ne doivent pas seulement chercher à prendre à témoin la communauté. Non. On a vécu cette mauvaise expérience et ils n'ont jamais été sommés de relâcher les localités prises sous le premier cessez-le-feu. Ma crainte, c'est que cela ne puisse pas faire encore question de repeat. Parce que cette communauté, elle est très malhonnête envers la RDC et on ne sait pas exactement si ils vont nous faire gain de cause au regard de ce que nous avons comme capacité de nous défendre nous-mêmes. Et d'ailleurs, le M23 et AFC sont évités à Doha, ils vont y aller. Vous voyez comment maintenant on nous sort totalement je l'ai dit, du cadre de Nairobi et de Luanda. Donc ça devient maintenant obligatoire d'être en face de ces gens-là. Je pense que en tant que nation congolaise, on doit être dans le token fight, c'est-à-dire nous parlons tout en se battant.
on ne doit pas s'arrêter à réorganiser d'une façon ou d'une autre nos FARDC. S'il faut chasser même 50 000 éléments qui soient identifiés comme des gens à double face, il faut les foutre dehors. Même si nous ne... Mais écoutez... L'influence qu'a de militaires... Mais ils travaillent encore, ils font le protocole de l'ennemi. Pourquoi on nous a pris beaucoup de localités sans combat? Ce sont eux. Le colonel ici, Shadrach Palouko, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il communique avec Biamungu. C'était encore au niveau de Massissi. Merci. Venez, nous on est là avec 117 éléments qui étaient sur place, les FARDC. Ils traversent sans combattre. Alors ils nous servent à quoi? Ce genre de militaires parmi les nôtres. Vous voyez, on revient. donc, Maître Richard, à vous également, on retient quoi? Si vous pouvez commenter également le menace observé ces derniers temps qui a alimenté l'Internet par rapport aux déclarations du fils de Museveni. Je voudrais d'abord rebondir sur le point par lequel il a cité. Il dit s'il faut chasser, le terme qu'il a utilisé, 50 000 des FARDC, eh ben, il faut le faire. Je crois que ça nous mettra en difficulté. Parce que déjà, je me suis dit, lorsqu'il émettait pareille proposition, je me suis dit, est-ce qu'il réalise au moins ce qu'il dit? Ils deviendront quoi dans la société? Non, 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 la question n'est même... Non, 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 la question... Non, 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 non. Le terme a été brutal. Je ne suis pas contre le fait qu'on le cantonne ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, est-ce qu'il réalise ce qu'il dit? Parce que nous avons une superficie, j'ai recouru d'ailleurs pour avoir de précisions, pour ne pas tâtonner, nous avons une superficie, la République démocratique du Congo, une superficie de 2 345 millions de 1000 kilomètres carrés. Je me répète, 2 345 millions. 45 000 kilomètres carrés. Et il y a les poussières. 240, oui. La question que je vous pose, si l'on prend l'effectif de 150 000, ok, divisé par 2 millions, c'est insignifiant. Nous risquerons d'avoir 2, ou par exemple, prenons ça comme ça, divisons-les par 145 territoires. Ok, ou descendons encore par combien 400. De localités? 400 quelque chose de localités. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très insignifiant. Ça ne représente pratiquement rien. Voilà pourquoi lorsque vous dites par moment que l'ennemi avance, moi j'en rigole. Vous savez pourquoi? En réalité, l'ennemi sera même en difficulté de pouvoir occuper. Il n'occupe même pas tous ces territoires-là. Pourquoi? Parce que toute la superficie. Il y a encore à Walikale, il y a encore des gens qui se battent. Il y a encore des gens qui se battent à Ouvira. Il y a encore des gens qui se battent à Walungu, ainsi de suite, tout ça. Même à Minembwe, ainsi de suite, tout ça. Ce qui voudrait dire que toute cette étendue-là n'est pas occupée par l'ennemi. Ça, c'est d'abord un. Un deuxième élément. En réalité, lorsqu'ils avancent, ils ne se battent pratiquement pas du tout. Ils viennent seulement sur un territoire ou sur une localité qui n'est pas occupé, où ils ne voient pas la présence du FARDC et ils vous disent, ben, nous avons récupéré telle localité. En réalité, c'est cela. Parce que déjà, en termes d'effectifs, il nous faut au moins 1 million ou 800 000 hommes en armes. Vous voyez ça? Nous ne pouvons pas, prenons les cas avec la police. Déjà, et sur Kinshasa, la police, elle est insuffisante. Vous voyez ça? Il y a des localités où la police... n'y arrive pas, n'y va pas. Il y a des quartiers où la police n'existe pas. Ici, c'est déjà sur Kinshasa. Et donc, s'il faut transposer cette réalité-là sur toute l'étendue de la République, vous allez vous rendre compte que nous avons 2 345 000 kilomètres carrés. Donc, l'étendue sur laquelle nous devons exercer notre influence, et c'est pas peu. Donc, je ne pense pas qu'il faille... je te mettrai avec la question. Oui, je ne pense pas qu'il faille... la menace qui représenterait... Écoutez, vous savez, je crois que nous devons faire la part de choses. Et c'est là où je dis, je reviens, ça va encore me ramener à ce qui se passe. L'enjeu, il est énorme. Ce qui importe à la République démocratique du Congo, c'est la solution à ce qui se passe à l'Est. Vous l'avez dit vous-même, je veux me greffer à vos propos, lorsque vous dites que le M23 et le Rwanda sont attendus à Doha.
voyez ça? Oui. De la même manière que je dis, ceux qui tirent les ficelles, les appellent pour leur dire, on en a ras-le-bol, il faut arrêter. C'est ça en fait l'option qui est levée. Parce que vous l'aviez dit, malgré que j'ai en renchéri, en disant que lorsque nous parlons Union africaine, c'est l'Union européenne, selon vous, à 70%, selon, oui, à 70%, selon moi, à 90%. Ce qui voudrait dire que l'Union européenne, en réalité, n'existe pas. L'Union européenne, en fait, en réalité, c'est une marionnette de l'Union européenne pour servir leurs intérêts. L'Union africaine. L'Union africaine plutôt, c'est une marionnette de l'Union européenne pour servir aux intérêts de Macron, par exemple. Vous voyez ça? Et donc, si nous devons aller dans cette logique-là, parce que la donne a changé. Je vous ai dit que la politique internationale, ou les relations internationales, ou la diplomatie, si vous voulez bien, la politique internationale et la diplomatie internationale, ou les relations internationales, ou le droit international, c'est un monde en perpétuelle évolution. La donne nouvelle ici, c'est le deal avec les Américains, étant donné que les Américains n'ont pas un aperçu ou une lecture directe sur la situation, sur la maîtrise de l'Union africaine, ils recourent à des solutions qui semblent les leurs pour ramener la paix et faire en sorte que le deal congolo-américain puisse trouver gain de cause. Et donc je crois, si la solution devrait en arriver à ça, nous y allons. Mais la question des FARDC demeure. Devrions-nous prêter flanc à l'Union européenne, plutôt que ce que j'ai dit, au M23, qui, eux, tirent sur nous et que nous répondons, nous embrasons la situation. Le M23 ayant réalisé qu'ils étaient en faute et qu'ils ne pouvaient plus évoluer compte tenu du comportement des FARDC qui se sont défendus, ok? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas un communiqué. Mais lorsqu'ils décident d'avancer, ils ne vous pondent aucun communiqué. Lorsqu'ils ne respectent pas les cessez-le-feu, comme vous le dites là, ils ne pondent aucun communiqué. Ils attendent, ils se disent que d'ici là, nous avons le 4 avril qui s'annonce, et le 4 avril, c'est une date décisive. Kagame qui dit je retire les RDF et les M23 doivent tirer les conséquences, ainsi de suite, tout ça, ok? Les RDF, les M23 répondent pour dire que non, nous n'allons pas non plus nous séparer. Nous, si vous voulez quitter, quittez, mais nous allons rester. Et donc, c'est aussi une manœuvre, une manipulation. Les fils de Museveni, chutez, maître. Je l'ai dit, je chute cette fois-ci. Ne me poussez pas à chuter précipitamment parce que je risque de perdre une jambe. Et donc, je vais y aller en douceur pour ne pas me heurter à quelque chose de pas conforme. Et donc, je disais que le fils de Museveni, c'est un problème au sein même du régime de Museveni. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le fils de Museveni vit dans une situation de division. Il crée une division. D'ailleurs, certains généraux, d'ailleurs, il a même été interpellé par le Parlement ougandais. Il a été même pratiquement grégaire avec le président, plutôt le beau-fils du président Museveni. En réalité, en Ouganda, il y a deux camps. Il y a un camp du fils de Museveni avec un certain nombre de généraux, et il y a aussi un cas du beau-fils de Museveni avec un certain nombre de généraux qui se disent que celui-là, Museveni, le fils de Museveni, c'est un immature, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui risquerait d'embraser les pays. Et donc, le fils de Museveni est très proche au président Kagame, ok? Et l'autre se disent, ils sont proches de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que même le ministre de la Défense est un proche du président Kagame. Le conseiller militaire en matière de sécurité, défense et sécurité, ougandais, il est très proche du président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, moi, ça ne me surprend pas lorsque le fils de Museveni, dans son immaturité, se comporte tel quel. Et donc, nous pensons qu'à un moment donné, ces choses-là doivent arrêter. Et nous sommes déjà sur la voie lorsque on interpelle, comment dire, le Rwanda, pour que le Rwanda ait un comportement conséquent. Et d'ailleurs, il faut pas l'oublier, il y a un de rapports, ou le récent rapport ici, qui a aussi cité l'Ouganda.
qui a cité aussi l'Ouganda, qui n'était pas cité. Donc je crois bien que nous sommes sur la voie et que nous devons, je l'ai toujours dit, hein, lorsque ça allait mal, je disais aux amis, j'ai dit, je fais confiance au président Tshisekedi et je pense qu'il nous amène sur la voie. Et j'en suis convaincu. Alors, M. Henri Tshimbalanga... Tshimbalanga. C'est comme ça qu'on prononce son nom. Merci beaucoup. Alors, la question sur le gouvernement d'union nationale, avec toutes les démarches, ça commence déjà aujourd'hui lundi. Alors, quelle est votre analyse? Est-ce que c'est la paix trouver une solution à cette crise? Et d'abord, hein, je précise, ce que Maître donne comme prononciation du nom, qu'on ne lui en tienne pas rigueur, mais c'est cela. Tu vois, c'est comme le cardinal Malula, son nom c'est Ngalula. Maintenant, à l'époque coloniale, quand il s'adresse à l'officier belge qui devrait transcrire son nom, le Belge n'arrivait pas à capter le son là. Il dit, mon nom c'est Ngalula. Alors le Belge écrit Malula. Il dit non, c'est pas Malula, c'est Ngalula. Il dit, mais écoutez, moi j'écris ce que j'entends, Malula. Et c'est resté Malula. Mais son nom c'est Cardinal Ngalula. Donc c'est un peu chaque langue a ses obligations. GBO, GBA. Donc, oui, reprenez un peu la question, s'il vous plaît. Les gouvernements. Le gouvernement d'union nationale. Bon, je pense que finalement, c'est comme si Félix Tshisekedi, il a sa façon qui n'arrive pas à abandonner ou à se détourner. Regardez quand il est allé vers ces gens-là, Museveni et Kagame, qui ont toujours été les ennemis de cette République. Par où passent tous les complots pour matérialiser nos complots. Mais il est allé dans cet état d'esprit-là. Bon, en réalité, ce n'était pas mauvais. Mais il n'avait pas pris au sérieux la nature profonde de ces gens-là. Bon, pourquoi j'évoque cela? Aujourd'hui, ils pensent, ils projettent un gouvernement d'union nationale. Nous avons suivi le conseiller spécial Eberande, qui a fait même un point de presse là-dessus. Il a même évoqué qu'il va consulter même l'ancien président honoraire, Joseph Kabila, pour ce faire. Bon, moi je pense que ceux qui seront d'accord, ça ne doit pas chercher midi à 14h, ceux qui seront d'accord, ils peuvent venir en tant que des citoyens congolais. Ceux qui ne sont pas d'accord, ça ne doit pas faire un problème. Bon, il faut seulement se mettre au travail. Ce qui est important, selon moi, ce qui est important, que le président Tshisekedi sache, tienne à une chose. Nous sommes déjà, je peux dire, à mi-mandat. Son deuxième mandat, c'est vraiment le milieu. C'est un temps où il doit se réaliser d'un certain bilan de façon un peu plausible. Parce que généralement, dans plusieurs pays, à mi-mandat, on doit avoir une clarté sur ce qu'a été le travail et ce qui reste à faire. Et je pense qu'il doit se mettre dans cette dynamique-là. Et si il y a des gens qui n'en veulent pas, on ne doit pas perdre le temps. Sinon, le temps, c'est ça l'ennemi de Félix Tshisekedi. Sinon, il risque de finir la deuxième partie de ce deuxième mandat et dans une telle confusion, au risque de ne pointer que les autres, ça ne fera pas du tout une bonne politique, parce que il est aussi, moi je pense à mon avis, que l'UDPS, au regard de son combat combien noble, aura au final peu d'excuses, parce que l'UDPS devrait se dire que la correction des failles de toutes les gouvernances précédentes devrait être le mot maître de son action. Merci. Sinon, il sera difficile de continuer à dire que ce sont les autres. Nous avons hérité, mais non. Il y a des décisions aussi qui ont été prises sous le président Félix Tshisekedi qui n'ont pas été héritées ni de Kabila ni de Mobutu, mais qui ne sont pas des bonnes décisions. Donc moi je pense que au final, on doit plutôt avoir des choses qui vont justifier ou prouver qu'on a eu à corriger les failles
que l'on dénonçait depuis tout ce temps. Merci beaucoup, M. Henri. Alors, Maître, à vous également, début des consultations d'un gouvernement d'union nationale, votre lecture. Donc, je voudrais, avant d'y aller, vous aviez posé la question de savoir quelle est la... En fait, le gouvernement d'union nationale pourrait-il venir apporter des solutions aux problèmes? Je ne dis pas que le gouvernement ne viendra pas pour apporter des solutions aux problèmes, mais plutôt pour accompagner à la mise en œuvre des solutions qui sont déjà prises en place. Parce que, entre autres, les solutions sont le programme du gouvernement, par exemple, qui a été mis en place, qui doit être maintenant... D'ailleurs, ici, c'est là où j'ai dit, le président Tshisekedi, lorsqu'il a annoncé les remaniements, ce n'est pas dans la logique de, comment dire, d'aller vers les autres nécessairement pour qu'ils viennent éventuellement nous accompagner, mais seulement les circonstances en ont voulu ainsi. Déjà, lorsque le président Tshisekedi annonce les remaniements du gouvernement, nous sommes ici en 2004, et c'était au mois de janvier, lorsqu'il était... Au mois de 2024, oui. Nous sommes en 2025, c'est en 2024, mois de décembre ou novembre, où il annonce le remaniement du gouvernement, vers janvier ou février. On attendait ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une auto-évaluation du gouvernement par le chef de l'exécutif et par le Premier ministre. Il a dit même devant les membres de l'Union sacrée, exactement, que vous êtes comportés comme ceux-là. Vous voyez ça? Il a été très poli d'ailleurs dans son langage. Il a été très élégant d'ailleurs pour ne pas offusquer certaines personnes. Sinon, à sa place, moi j'aurais dit vous êtes des médiocres comme les autres médiocres. Et donc c'est pour dire que partant de cette optique-là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi un message que l'on envoie à la communauté internationale. Parce que le Congo ne vit pas en vase clos. Le Congo vit avec d'autres pays. Parce que nous appartenons, ce comme vous l'avez dit, nous appartenons encore à l'EAC, nous appartenons encore à la SADC, à la CAE, CAC, nous appartenons d'ailleurs, nous appartenons encore à l'Union africaine, nous appartenons à beaucoup d'organisations, CIRGL, les Nations Unies, ainsi de suite, tout ça. Ils observent quelle attitude que nous avons. Et l'attitude que nous avons présentement, c'est celle d'un État qui veut avoir les autres dans la gestion de la Res Publica. Vous vous souviendrez aussi que Ambongo l'a dit, et les autres l'ont dit, c'est que même en coulisses, Tshisekedi ne veut pas partager avec les autres. Mais écoutez, nous avons là une occasion de pouvoir partager sur la question de la gestion de la chose publique. Et ici, les présidents, vous avez dit, nous pouvons évaluer déjà ici, nous pouvons déjà donner un bilan. Au premier mandat comme au deuxième mandat, nous ne sommes plus allés dans la logique, c'est déjà un élément important, dans la logique du dialogue où les gens doivent se partager le pouvoir au détriment d'une part de la population et d'une autre part de fragiliser celui qui a obtenu une certaine légitimité. Et le président Tshisekedi est conséquent qu'il a été élu à 73%. J'insiste pour dire qu'il a été élu en 73%, c'est-à-dire qu'il ne partage pas sa légitimité avec qui que ce soit. Voilà pourquoi, principalement, pourquoi nous refusons d'aller dialoguer. Ce n'est pas Ambongo qui détient 73% du suffrage exprimé, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Bissimois, ce n'est pas Kabila non plus, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par voie de conséquent, Tshisekedi se comporte comme il se doit, c'est-à-dire qu'il refuse le dialogue. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Je sais que le temps joue déjà contre nous. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement d'union nationale? Mais je le dis, je le redis, que ce gouvernement accompagne. Il faut des hommes cette fois-ci, parce que, ça il faut se le dire, j'ai peut-être fait semblant de ne pas le dire à un moment donné, mais chez nous, nous avons un problème de casting. C'est un problème sérieux de casting que nous avons. On voit moins de gens qui peuvent servir à quelque chose. Vous voyez ça? Prenons par exemple le cas de l'autre, du professeur Essambo. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Dans quelle situation il est? Vous avez suivi par vous-même qu'à un moment donné, il y a même P.O. Lorara ne fait plus appel à ses caméras. Parce que c'était à moindre faux pas, l'information était déjà arrivée de l'autre côté. On a même dit, à un moment donné, on reprochait au président Tshisekedi d'avoir pris sa fille, tout ça à ses côtés, Christina Tshisekedi, qu'il a pris à ses côtés, pour servir de secrétaire particulier. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi ne veut se faire entourer que des personnes de confiance. Voilà pourquoi il se retrouve de manière subtile ou en catimini à Doha. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait entourer
d'une certaine Christine Tshisekedi, qui par voie de conséquence a dû garder le secret. Qui a bien géré l'agenda de son père. Et donc, je l'ai toujours dit, je continue de le dire, je l'ai même dit la dernière fois où nous nous sommes retrouvés. Christina Tshisekedi est connue aujourd'hui parce qu'il est le fils de Tshisekedi. La fille plutôt de Tshisekedi, et par voie de conséquence, Tshisekedi au pouvoir. Donc, elle a intérêt à conserver, à préserver, à garder, à protéger son père pour que le pouvoir continue jusqu'à terme. Et donc, sinon, ils vont se retrouver. Et donc, l'opinion retiendra ici les questions. J'ai aimé les débats républicains à la hauteur des attentes. Je pense bien que vous allez aussi jeter cette fois-ci des fleurs à Tchimbalanga. Donc, très bien. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Merci beaucoup également, Monsieur Henri Tchimbalanga. Et à vous également, chers internautes et téléspectateurs. Ici, je cite Georges Tchata, le DP de la direction des recettes non fiscales au là-bas, qui est l'amoureux de Grande Tribune. Merci. Donc, il bouffe beaucoup. Hein. Il suit religieusement cette émission. Il vous bouffe considérablement. Dis-lui de bien bouffer aussi avec nous. Franchement. Merci à Cordo, à la Mini. Mesdames et messieurs, je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.